On va passer au sujet suivant, c'est la technologie et l'innovation, avec David Grusson et Tristan Villiers, que je remercie de vouloir me rejoindre quand même, David Grusson. Merci beaucoup de nous avoir rejoints à cette tribune. Merci aussi. Donc, vous êtes directeur du programme centré du groupe Lumines. Vous êtes issu, si je n'ai pas d'erreur, de la Cour des comptes, mais vous avez aussi un parcours universitaire. Vous êtes docteur en droit. Vous avez fait l'école des hautes études en santé publique et l'ENA, après Sciences Po. Et donc, vous avez une bonne partie de votre carrière qui est dans le monde hospitalier, en CHU, groupe hospitalier. Et aujourd'hui, vous êtes recentré sur les questions qui sont plus proches de nos préoccupations à Cyberlex. Et là, je pense qu'il vaut mieux que ce soit vous qui nous expliquiez ça. Je vais juste vous demander d'ouvrir le micro. Un grand merci, Monsieur le Président. Très heureux d'être avec vous cet après-midi. Bravo pour la qualité de ce colloque et pour les interventions tout à fait passionnantes de cette première partie d'après-midi. Je voudrais également saluer la présence de Mounir Nabifali de Lumines et m'excuser de devoir vous quitter à la fin de mon propos pour 16h30. Pardon à Tristan de ne pas pouvoir vous écouter. Donc, vous m'avez demandé de traiter la question du cadre de régulation de l'intelligence artificielle en santé et plus généralement. Moi, j'avais commencé par un DEA de technologie d'information et de la communication et d'enjeux sociaux d'interaction homme-machine. C'était il y a 20 ans. Et ce que j'ai appris de programmation à l'époque, c'était en COBOL. Autant vous dire que tout ceci est complètement périmé. Sauf si vous avez comme moi un compte à la Société Générale, ceci expliquant peut-être cela, mais en tout état de cause, je vous parlerai pas d'informatique, mais ça me permet d'en avoir une petite vision sur le fond, et bravo pour vos travaux sur ces sujets. C'est un moment assez émouvant pour moi, parce qu'en fait c'est dans cette salle qu'a commencé il y a 5 ans maintenant la dynamique d'éthique IA, qui en fait propose, et Emmanuel a participé à cette démarche depuis le départ, des outils de régulation du développement de l'intelligence artificielle, d'abord dans le domaine de la santé, puis dans d'autres secteurs, autour de la notion principalement de supervision humaine, de garantie humaine des algorithmes. Un petit mot pour vous parler de Lumines, dont je dirige, et je reviens bien sûr sur la garantie humaine tout de suite. Donc je dirige les activités santé de Lumines. Donc on est producteur d'outils numériques et algorithmiques. C'est une entreprise qui est la leader mondiale française de l'algorithmique appliquée aux brevets. On administre l'IA des brevets de la base de données de l'Union européenne et l'entreprise, alors je le dis d'autant plus facilement que j'y suis pour rien, a gagné l'an dernier le marché de l'IA appliquée aux brevets du gouvernement américain. Donc c'est une entreprise française qui gère la base de données des brevets américains. Moi je m'occupe de la partie santé. Dans le savoir-faire de la maison, c'est principalement de l'algorithmique d'apprentissage machine par reconnaissance d'images. Reconnaissance automatique de documents, lecture automatique de documents, RADLAD et reconnaissance optique de caractères OCR et reconnaissance d'écriture manuscrite ICR. Donc c'est plutôt de l'algorithmique de filtrage, de tamisage de données. Et dans le champ de la santé, oui, on arrive sur les questions dont je vais vous parler sur le plan de la régulation. On a mis au point de l'IA d'admission des patients à l'hôpital. Ça permet de gérer l'entrée en relation, comme on dit en bon français, l'onboarding, à la fois administratif et médical. Et puis par ailleurs, on digitalise massivement les stocks de dossiers médicaux, les archives hospitalières. Donc si vous avez jamais vu un service d'archives hospitalières, c'est simple, c'est un peu le Mordor du numérique, le Mordor du système de santé. C'est un endroit où surtout il ne faut pas descendre tout seul. Prévenez vos proches avant d'y aller. Des services d'archives d'un CHU, ça peut faire 35-40 km. C'est illustré dans Adieu les cons. Et ben non, mais écoutez, ça fait envie, séquence culturelle. Et donc du coup, c'est ce qu'on a prototypé en Guadeloupe, c'est ce qu'on fait au CHU de Caen. Donc on va aller préqualifier les données de santé pour pouvoir derrière entraîner des modèles algorithmiques d'aide au diagnostic ou d'aide à la prise en charge des patients dont on ne sera pas à ce stade les producteurs. Vous savez qu'aujourd'hui l'IA se développe beaucoup dans le domaine de la santé, principalement à partir de la reconnaissance d'images.
Vous allez prendre un scan ou un IRM et vous allez entraîner un algorithme à reconnaître dessus le signe ou l'absence de signe d'une pathologie, avec déjà des solutions très mûres, par exemple dans l'interprétation d'images de traumatologie aux urgences, dans l'interprétation de clichés de fond d'œil pour diagnostiquer la rétinopathie du diabète, le glaucome ou la dégénérescence maculaire liée à l'âge, et puis des cas d'usage très répertoriés sur l'interprétation d'images de peau pour la diagnostic du cancer du mélanome. Donc ça, c'est très au point maintenant. Ce qu'il est un peu moins, c'est l'IA de pilotage par les données populationnelles. Vous allez prendre les données de santé d'une population déterminée sur un territoire donné et vous allez entraîner un algorithme à derrière tracer des parcours de prise en charge des patients en amont ou en aval du séjour hospitalier. On y vient, mais c'est un petit peu plus compliqué à faire parce qu'on a encore en France des bases de données en silo. La donnée médico-administrative, celle du remboursement étant dans le système d'information de la caisse d'assurance maladie, et la donnée médicale, Princeps, étant dans les données de l'établissement de santé ou dans le système d'information de vos professionnels de santé de ville. C'est d'ailleurs un des buts de la plateforme nationale de données de santé, le Health Data Hub, que de réconcilier ces bases de données pour pouvoir permettre du développement algorithmique. Et on travaille avec le Hub sur la mise au point d'outils de ce type à partir de données qu'on numérise dans le champ du diagnostic de l'accident vasculaire cérébral. Donc, tout ça pour vous dire que, en fait, dans le monde de l'IA en santé, on est vraiment dans un univers qui est pratique, qui avance à des degrés divers. Tous les domaines n'avancent pas au même rythme, mais des domaines dans lesquels on se pose ces questions de régulation éthique de l'IA auxquelles votre thématique m'a invité. Et j'ai eu l'honneur de co-diriger avec Claude Kirchner, qui est le président du conseil d'éthique d'INRIA, les travaux de préparation du volet numérique et IA de la révision de la loi de bioéthique, donc, qui ont été initiés par Ethikia, initiative sur ces sujets et évidemment portée par bien d'autres acteurs dans le cadre des états généraux de la loi de bioéthique. Et finalement, on essayait d'identifier les enjeux éthiques de cette diffusion, les enjeux de régulation à partir du champ de la santé. Et avec finalement un constat qu'on a un enjeu à moyen terme et deux enjeux immédiats. L'enjeu à moyen terme, c'est qu'est-ce que tout ceci provoque pour les responsabilités juridiques des professionnels. Là, on parle un peu plus de droit. Qu'est-ce que ça entraîne ? En fait, pour le moment, pas grand-chose. Le front est plutôt stable. Tous ces outils d'aide au diagnostic se diffusent sans une remise en cause fractale des régimes de responsabilité classiques des professionnels, qui se complètent bien pour saisir à date la totalité des cas d'indemnisation de dommages liés au recours à l'IA en santé, avec d'une part notre bonne vieille responsabilité du fait des choses, le gardien qui indemnise le recours normal à la chose, et la chose ça peut être un robot ou un algorithme, et donc ça veut dire là en l'occurrence le médecin libéral ou son assureur quand on est en ville, le directeur de l'hôpital ou son assureur quand on est en établissement de santé. Donc ça, c'est quand l'IA fonctionne normalement. Ça marche aussi pour un dispositif mécatronique dans le champ chirurgical. Dans ces deux cas, la responsabilité ou l'indemnisation se transfère quand il y a un dysfonctionnement de la machine. Et là, c'est le concepteur de l'algorithme ou du robot qui sera chargé d'indemniser. Et ça s'applique bien en application de notre bonne vieille directive de 1985 sur la responsabilité du fait des produits défectueux, qui avait été transposée dans une loi française de mai 1998. Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes, avec quand même un petit modulo, c'est que donc, comme vous le savez, l'IA incorpore des algorithmes d'apprentissage automatique, de machine learning, qui en fait produisent une meilleure version d'eux-mêmes ou une version évoluée au fil de leur traitement de données. Et comme vous le savez là aussi, il y a une situation dans laquelle le producteur de ces algorithmes peut échapper à sa responsabilité, même en cas de dysfonction de la machine, c'est le risque de développement. Le risque qu'on ne pouvait pas anticiper en fonction des connaissances scientifiques disponibles au moment de la mise sur le marché du produit. Et donc là, vous voyez bien, quand on a un algo de machine learning qui peut lui-même incorporer des mises en réseau algorithmiques plus complexes, des réseaux algorithmiques d'apprentissage profond, de deep learning, et en fait, il y a un moment où l'algo finit par
plus que ressembler qu'à une version tellement lointaine de sa version initiale que le producteur de l'algo pourra dire « Oui, c'est mon tout petit, mais je ne le reconnais plus, il a tellement grandi. » Et donc, du coup, il pourra échapper à sa responsabilité. Rassurez-vous, on n'y est pas encore. C'est une phase de l'IA qui viendra. Dans combien de temps, je ne peux pas vous dire. 3 ans, 5 ans. À mon avis, pas beaucoup plus, parce que l'IA d'apprentissage machine se diffuse vite dans le domaine de la santé. Par contre, la reco qu'on avait faite avec le Comité national d'éthique, c'est l'avis 129 qui a été préalable à la loi de bioéthique d'août 2021, c'est de surtout pas traiter cette question dans un cadre franco-français. Parce que si on s'amusait à créer une loi d'indemnisation du dommage de machine learning pur, ce serait uniquement en France, ce serait un repoussoir terrible à la production d'innovation en IA. Et en fait, on ferait pire que mieux, puisque le Covid a montré que nos concitoyens étaient de moins en moins réticents à se saisir de technologies venues d'ailleurs. On arrive dans le cœur du sujet. Et l'avis 129 reconnaît en tant que tel, ce qui est un appel à l'humilité pour nous juristes. Alors j'ai bien retenu la distinction de tout à l'heure, j'en suis plus tout à fait un ou encore un. En tout cas, le CCNE nous invite à la modestie puisqu'il considère comme un risque éthique le risque de surréglementation. Parce que ça va inciter les professionnels et les concitoyens à se tourner vers des outils conçus ailleurs dans des cadres moins éthiques que le nôtre. Donc, enfin, risque à terme sur les responsabilités. Et puis 2 risques plus immédiats en revanche, qui sont très intuitifs. Le premier, ce qu'on a appelé les risques de délégation. Délégation de la décision du professionnel de santé. Je suis médecin, l'IA me propose un schéma diagnostique ou thérapeutique assis sur 500 000 cas avec 99% de recommandations. Est-ce que je me pose encore des questions ou est-ce que je deviens un presse-bouton sans recul critique? Et ça vaut aussi évidemment pour le patient, ce qu'on a appelé la délégation du consentement. Donc ça, c'est le premier groupe de risques immédiats. Et il y en a un deuxième que là aussi, vous comprendrez très très intuitivement. Au fond, la nature profonde de l'IA, c'est d'être un programme mathématique informatique qui va proposer ses orientations ou ses décisions sur la base de la loi du plus grand nombre. Et par construction, la loi du plus grand nombre, elle est bonne pour le plus grand nombre, mais moins bonne pour le plus petit nombre. Donc ce sera cette personne âgée en fin de vie à qui l'IA jugera plus rationnel de ne pas proposer cette thérapeutique très coûteuse parce que le budget correspondant sera mieux réalloué dans l'intérêt de la santé du plus grand nombre. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien du point de vue éthique? Ça dépend si vous faites partie du grand nombre ou du petit nombre. Et on a vu dans le contexte de recours à des instruments algorithmiques face à des sujets épidémiques, à quel point ce point de tension entre le collectif et l'individuel était réel. Et d'ailleurs, c'est ce qu'invite votre angle de réflexion problématique. D'ailleurs, cette question-là, on la verra pas dans un même angle si on est dans un contexte de valeurs du système de santé plutôt européenne, dans un contexte plutôt chinois, pour aller vite, où là, la vision individuelle sera reçue. Alors, je caricature, je force le trait, mais c'est pour vous faire comprendre, pour avoir discuté avec des homologues chinois qui ne sont pas que des crypto-communistes hyper-capitalistes, ultra-libéraux et 100% cyniques. Ils ont aussi une réflexion profonde sur ces enjeux, sur le mode il n'est pas éthique du point de vue de l'ego de bloquer le partage de mes données ou de refuser de m'inscrire dans un système algorithmique parce que ça va permettre de traiter des risques collectifs. Oui, la question se balaye pas d'un revers de main. En tout cas, ce qui est clair technologiquement, et là on revient au fond de vos sujets, c'est que l'IA nous amène plutôt du côté du collectif. Et que en santé, il va falloir faire œuvre, comme vous le faites aujourd'hui, d'argumentation pour défendre l'idée que l'attention à la personne est une valeur importante. Parce que le risque, c'est, que vous avez bien compris, entre délégation de décision et de consentement et risque d'écrasement de l'intérêt de l'individu par rapport au collectif, c'est qu'on soit finalement tellement mesmérisé par les gains que l'IA va amener dans le système de santé qu'on ne finisse par ne plus percevoir les effets collatéraux négatifs que subiront quelques-uns et que on se laisse emporter par ce mouvement. Donc c'est ça le sens du principe de garantie humaine, de supervision humaine, c'est en fait la pire des méthodes de régulation de l'IA, à l'exception de toutes les autres. Et en fait, le principe se charpente dans l'article 17 de la loi de bioéthique sous deux volets. D'abord, l'information du patient sur le recours à l'IA dans sa prise en charge.
il est maintenant fait obligation aux professionnels de santé d'informer le patient du recours à l'IA avant d'appliquer le système algorithmique, d'une part, et d'autre part, ce qu'on pourrait appeler une supervision humaine opérationnelle, éthique by design, où on va imposer un trinôme entre les concepteurs de l'algorithme, le bénéficiaire final, le patient, et les professionnels de santé de s'organiser pour attester d'une supervision humaine continue et traçable, depuis la conception de l'algorithme jusqu'à son application en vie réelle. Donc ça, c'est le système de l'article 17, qui en soi n'est pas assorti de sanctions spécifiques, qui a été endossé, vous voyez, au niveau multilatéral par le guide sur la régulation de l'IA qu'a publié l'OMS au mois de juin 2021, qui définit la garantie humaine comme ça, principe de régulation sous supervision humaine en amont et en aval de la mise sur le marché de l'algorithme. Et comme vous l'avez vu, qu'endosse maintenant les articles 14 et 29 du projet de règlement européen sur l'IA, avec là 2 différences par rapport à ce qui a été fait dans le domaine de la santé. C'est la même notion, avec la filiation qui est portée par la DGLs, comme on dit en bon français, des travaux sur la garantie humaine dans la loi de bioéthique française. 2 différences. La première sur l'opposabilité. Les AI Act, en général, les articles 14 et 29 en particulier, sont assortis d'un régime de sanctions équivalente à celle du RGPD. 4% du chiffre d'affaires annuel mondial groupe, avec, dans les derniers amendements qui sont en discussion, une minoration de ces sanctions pour les plus petites entreprises. Selon un quantum qui n'est pas encore fixé. Le texte, comme vous savez, sera finalisé début 2023 avec une entrée en vigueur à plus 2 ans, donc en 2025. Il y a encore un peu le temps pour se préparer à mettre en place cette garantie humaine appliquée, mais avec une portée opposable assez forte et avec, deuxième différence, une portée applicative plus large, puisqu'en fait, l'AI Act s'applique à tous les systèmes d'IA, et pas seulement en santé. Tous les systèmes d'IA, mais avec derrière une gradation de la garantie humaine en fonction du niveau de risque embarqué par le système d'IA. Le règlement européen classifiant les systèmes d'IA par groupe en fonction du niveau de risque, les systèmes d'IA en santé, les systèmes d'IA militaires étant classifiés comme les systèmes d'IA à haut risque. Donc, est-ce qu'on va vers de la surréglementation ou de la surrégulation à la française ou à l'européenne? Pour vous dire le fond de ma pensée, avant le RGPD, je pensais que on était du côté surrégulation du sujet. J'ai été démenti, hein, c'était une chance, le RGPD. Là, sur les AI Act, je pense qu'on reste sur la bonne ligne de crête. Parce que en fait, retenez ce principe-là, dans l'acception nationale et dans l'acception européenne opposable et sanctionnable, ce qui est important, c'est que le système de garantie humaine reste à la main des concepteurs, des professionnels experts et des utilisateurs finaux. Donc, à charge pour nous de définir le système de garantie humaine, de le rendre traçable, de le rendre auditable, mais son quantum, sa granularité ne sont pas figés par le droit, et je pense que c'est vraiment une bonne chose. Donc, je terminerai par un exemple de dispositif de garantie humaine qui s'applique, le premier. C'est un système qu'on a conçu avec Etikia sous l'égide de l'Union française pour la santé bucco-dentaire, l'Union des dentistes. C'est un système qui s'applique à une solution conçue par Dental Monitoring. C'est une start-up française qui est devenue une licorne et qui a mis en place en fait une solution d'IA assez chouette qui va permettre, avec une vidéo prise dans la bouche d'une personne, de reconstituer cette vidéo sous forme de panoramique dentaire avec détection du risque carieux, du risque inflammatoire et du risque de déchaussement, et qui va, à partir de questions posées par le soignant auprès de la personne, par exemple sur la douleur bucco-dentaire ressentie, déclencher ou pas une alarme, provoquant ou pas l'intervention d'un chirurgien dentiste auprès de la personne. Vous voyez, c'est une IA d'alarme, de red flagging. Et donc là, la garantie humaine qui est mise en place, donc on en est à la 4e session du collège de garantie humaine, notion importante, donc rassemblant Dental Monitoring, le Etikia comme accompagnateur, et 4 chirurgiens dentistes réviseurs, mandaté par l'Union des dentistes, sans lien d'intérêt avec la start-up, le tiers de confiance. Donc tous les 4 mois, on en est à la 4e édition, on va aller revoir 30 dossiers déjà vus par l'IA
dans un environnement certifié d'hébergement de données de santé, HDS, dans lequel va être exporté un dossier virginisé, c'est-à-dire qu'on enlève les traces d'intervention de l'IA et les éléments sont mis à disposition du dentiste réviseur qui va donner un deuxième avis. Et on regarde les écarts. On les confronte dans une discussion collégiale, humain versus machine. Et d'ailleurs, retenez ça aussi, hein, la garantie humaine, c'est pas systématiquement l'humain qui aurait toujours raison. La pratique de ce collège de garantie humaine montre d'ailleurs que c'est plutôt la machine qui a raison, mais parfois l'humain est meilleur. Et ça se traduit dans les deux cas par possiblement des actions correctives, soit des actions de formation continue complémentaires pour les professionnels de santé, soit des correctifs sur le code, comme par exemple la précision de l'échelle de douleur bucco-dentaire ressentie. Et on garde la mémoire de ça. Et c'est auditable. Et c'est récurrent. Et c'est pas plus que ça. Alors vous me direz, c'est pas waterproof votre truc, c'est pas le risque zéro. Oui, vous avez raison, c'est pas le risque zéro qu'on vise, parce que si on cherchait à l'échelle le risque zéro sur tous ces sujets, en fait on faciliterait, là on serait du côté de la surréglementation et on faciliterait l'importation par les patients français de solutions conçues ailleurs. J'en terminerai par là et la stat est assez frappante. Donc on fait avec la chaire santé de Sciences Po un baromètre santé sous forme de questions posées à la population de manière récurrente. Et notamment cette question-là, entre la protection de vos données et l'accès au service médical rendu, qu'est-ce que vous privilégiez? Qu'est-ce qui est plus important? On voit l'effet Covid. Il y a 3 ans, donc c'est Odoxa qui fait ce baromètre, je cherchais dans ma tête. Donc il y a 3 ans, on demandait à nos concitoyens, on posait cette question-là, 2 tiers d'entre eux disaient oui, la protection de mes données, c'est beaucoup plus important que l'accès au service médical. Et aujourd'hui, 2 tiers des Français disent que l'accès au service médical est plus important que la protection des données, et par extension, la disponibilité de ces outils dans un contexte français et européen. Donc, vous voyez, on est dans ce monde-là, il faut faire de la régulation positive, avoir des systèmes qui vont piloter la diffusion d'innovation au fil de sa conception et de son déploiement en vie réelle, et c'est ça le système de garantie humaine. Donc là, on en est à une douzaine de démonstrateurs, encore principalement en santé, mais maintenant aussi dans le domaine du logement, de l'algorithmique appliquée à l'énergie, et demain dans le domaine de l'IA appliquée au droit. Il y a encore 2 ans pour se préparer. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, ça va être très intéressant et puis ça montre qu'il y a énormément de nouveaux, si ce n'est métiers, en tout cas de nouvelles fonctions qui vont apparaître avec donc l'évolution des technologies, l'évolution du droit, et donc directement issus des textes qui sont en train d'être votés. Et je ne sais pas si vous partagez ce sentiment, mais je pense qu'on vit une véritable refondation du droit du numérique à travers l'ensemble de ces règlements européens, DSA, DMA, IA, DA, etc. Merci beaucoup. Je sais que vous êtes pressé, donc je ne vais pas vous retenir. Vous avez le temps pour une question. Est-ce qu'il y a une question? Une question. Gilles Rouvier, avocat et vice-président de Cyberlex. Quand vous dites qu'il y a un risque que les praticiens utilisent des systèmes qui seraient en dehors de la régulation, donc des systèmes qui seraient en dehors de l'Europe, si j'ai bien compris, le texte sur l'intelligence artificielle qui arrive, le projet de règlement, a une vocation suffisamment large pour appréhender ces systèmes, dès lors qu'ils sont introduits ou utilisés dans l'Union européenne, me semble-t-il. Vous avez parfaitement raison, il faut que je précise mon propos sur ce point-là. À aucun moment, il serait avisé de considérer que le recours à un système extra-européen, et je vais même jusqu'à un système d'hébergement de données extra-européen, serait pas éthique en soi. Et d'ailleurs, le droit ne dit pas ça. Par contre, là où on arrive sur quelque chose de différent, c'est quand il est fait recours à un système d'IA pour lesquels les concepteurs ne se soumettent pas à notre cadre de régulation européen. Et concrètement, c'est quoi le cas pratique? Donc, je vous parlais de l'exemple du système de rétinopathie du diabète. Et donc là, on voit qu'il y a un enjeu, non pas simplement de développement de ces solutions, mais de mise en accessibilité, y compris économique, sur le territoire européen. On n'est pas capable, dans nos systèmes de protection sociale obligatoire, l'assurance maladie, et même dans le champ de la protection complémentaire, de rendre ces dispositifs accessibles.
on va avoir des cas très vite concrets, hein, du genre je suis patient atteint de diabète de type 2, je suis possiblement exposé à un risque de rétinopathie du diabète, hein, c'est une maladie qui peut être grave, hein, qui peut aller jusqu'à la cécité. Donc là, à ce moment-là, j'ai deux options, soit j'attends le rendez-vous chez mon ophtalmo dans 4 mois, soit j'envoie mon cliché de fond d'œil à IDXDR, c'est la solution qui a été labellisée par la FDA américaine en 2018, et je paye 100 ou 150 $ pour avoir un diagnostic plus fiable demain. Et donc, vous voyez, le risque, il est celui de l'exfiltration de nos données de santé, et aussi le risque de la désolidarisation du système de santé, parce que ceux qui pourront avoir accès à cette innovation, c'est ceux qui en auront les moyens. Et c'est pas du tout théorique, hein, vous avez déjà 300 000 de nos concitoyens qui, pour des motifs de recherche généalogique, ont envoyé leur génome hors du périmètre applicatif du RGPD. Donc, le cas que je vise, c'est celui-là. Il y a un enjeu vraiment, un facteur temps, une vraie course contre la montre, de développer des outils incubables en contexte français et européen, qui soient de conception française et européenne, c'est encore mieux, hein, je regarde OVH, ou alors que ce soit des outils non européens, extra-européens, mais dont les concepteurs accepteront de se soumettre au cadre de régulation qui se met en place. Et au RGPD s'ajoute maintenant, pour le traitement algorithmique, et ça vaut aussi pour les traitements algorithmiques de back-office, ceux qu'on fabrique avec Lumines, d'attester de cette supervision humaine récurrente, traçable. Et franchement, quand on est sur des systèmes d'IA au risque, là c'est plutôt l'ancien directeur d'hôpital qui parle, si vous avez un concepteur de solutions engageantes pour la prise en charge des patients sur des diagnostics lourds, superviser l'algo de manière récurrente par des professionnels et des représentants des patients, c'est un peu un minimum exigible. Donc en fait, la pratique que l'on a avec Etikia sur ces 12 pilotes, c'est que en fait, les acteurs français et européens sont responsables, ont déjà organisé des systèmes de supervision humaine sans les traçabiliser nécessairement, et qu'en fait, le droit qui va entrer en vigueur amènera ces acteurs déjà responsables à mieux protocoliser, à mieux traçabiliser, à avoir recours à des plateformes de type Legal Tech comme ce qu'on fait, ou d'autres, pour pouvoir assurer l'auditabilité de tout ça, mais ça n'imposera pas véritablement de contraintes ex nihilo. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci énormément de votre intervention.